Salut à tous et bienvenue sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtre et trahison, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Aujourd'hui, pour fuir la grisaille hivernale et retrouver un peu de soleil, je vous emmène en safari. Et pas n'importe quel safari, je vous ai concocté une expédition sensationnelle. On va plonger dans les siècles pour retrouver la trace d'un aliment dont vous allez sans doute vous goinfrer durant les fêtes. La viande. Et oui, c'est un safari alimentaire dans lequel on s'embarque. Voici de quoi vous allez avoir besoin. Un bon couteau, un épieu de chasseur, un livre de cuisine médiévale, prenez celui que vous préférez, ça n'a pas d'importance, un exemplaire de la Bible, ça va nous être utile, et last but not least, une bonne dose de courage, parce qu'on va explorer certains recoins un peu sanglants, si vous voyez ce que je veux dire. C'est bon, vous avez tout ? Eh bien, c'est parti alors. Montez dans la Jeep, voilà, serrez-vous bien, accrochez votre ceinture, et on y va ! Bienvenue à bienvenue à l'aube de l'humanité, pardon. Et oui, on est remonté très loin dans le temps, mais c'est bien nécessaire. Après tout, la viande accompagne nos carcasses de primates depuis pas loin d'1 million d'années quand même. Là-dessus, il y a encore pas mal de débats parmi les paléontologues. Pour certains, c'est parce que nos ancêtres ont commencé à manger de la viande justement qu'ils auraient peu à peu évolué jusqu'à devenir les Homo sapiens dont nous faisons partie. Le raisonnement est le suivant. La viande, en fait, c'est un aliment ultra nutritif, plein de protéines et de gras, et c'est cet aliment en particulier qui aurait permis à notre cerveau de repousser les murs de notre boîte crânienne. Ce serait même un peu une sorte de cercle vertueux. Plus on mangeait de viande, plus on avait d'énergie disponible, donc plus notre cerveau pouvait grossir, génération après génération, ce qui nous permettait d'être des chasseurs encore plus efficaces, et donc de manger encore plus de viande. D'ailleurs, jusqu'à assez récemment, les hommes préhistoriques mangeaient plutôt des charognes fraîches, ce qui permet un accès assez facile à la viande des grosses bébêtes, pour peu qu'on puisse éviter de se faire croquer par le tigre à dents de sabre qui vient de la tuer, bien évidemment. T'inquiète pas, tout va bien. Regarde, les anti-tigres s'amusent, ils jouent à ça avec leurs copines antilopes. Un coup de dent. Mais il y a tout de même débat. Dans un autre courant de la science préhistorique, ce serait plutôt le groupe, le développement social qui nous aurait poussé à faire croître la taille de notre cerveau et aurait amené notre évolution vers l'humanité. Mais au final, peu importe. Quelle que soit votre chapelle en termes de paléontologie, vous ne pouvez que remarquer le lien viscéral, organique même, qui existe entre la viande et l'humanité. C'est l'aliment culturel par excellence. Presque toutes les civilisations passées et présentes ont des tabous autour de la viande, des occasions rituelles et sociales pour lesquelles la viande est un élément central. Bref, une vision sociale de cet aliment qui dépasse largement son aspect purement nutritif. Alors là, vous avez forcément des images qui vous viennent en tête. L'agneau pascal, la dinde au marron qu'on mange à Noël, le poulet fermier du dimanche, le sacrifice de l'agneau chez les musulmans lors de l'Aïd, les restrictions alimentaires issues du Lévitique chez les juifs, le végétarisme des hindous, les mouvements végétariens et véganes actuels également. La liste est longue et presque infinie, à vrai dire.
Et moi, vraiment, ce qui me frappe, c'est le lien qu'on peut faire, historiquement et culturellement, entre le fait de manger de la viande et la nostalgie d'un certain paradis perdu. C'est vrai, hein, on va s'arrêter une minute dessus parce que c'est vraiment intéressant. Fermez les yeux et imaginez à quoi ressemblait la vie des chasseurs-cueilleurs il y a à peu près 100 000 ans. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, je ne suis pas dans votre tête, hein, mais je suis presque sûr qu'on baigne dans une nature luxuriante, avec de beaux fruits qui nous attendent dans les arbres, des oiseaux qui chantent et des rivières qui glougloutent. Dans l'esprit occidental, l'idée des premiers hommes ne faisant qu'un avec une nature primitive et sauvage est profondément ancrée dans les consciences. Et c'est normal, hein, depuis Rousseau et le mythe du bon sauvage, l'occidental a une sorte de nostalgie, on pourrait dire, d'une époque révolue où la vie semblait plus simple et plus proche de la nature. Bon, personne n'a vécu cette époque, hein, elle est largement fantasmée, mais c'est pas grave en fait, cette nostalgie nous taraude quand même. Que ce soit la nourriture bio, le régime paléo, l'attrait des grands espaces naturels, la soif d'aventure, bah tout ça, ça fait quand même plus rêver notre cerveau d'Homo sapiens que les tableurs Excel ou le métro du matin. D'ailleurs, si vous m'écoutez depuis votre métro ou votre voiture en allant au boulot, hein, je sais que vous êtes nombreux à le faire, courage à vous, on vous soutient. Cette vision, on la retrouve évidemment dans la Bible, et en particulier dans la Genèse. Adam et Ève, vivant en harmonie totale avec la nature paradisiaque de l'Éden primitif, à poil au milieu d'un verger luxuriant, sans travail ni problème. Évidemment, ça se finit mal, hein, mais qu'est-ce qu'elle croque, Ève, hein, pour se faire chasser du paradis? Et oui, c'est pas dans le steak de la connaissance qu'elle mord, c'est dans une pomme, un fruit. Et le châtiment d'Adam, c'est de devoir extraire son pain quotidien de la terre ingrate et pleine de ronces. D'ailleurs, si on continue l'histoire, l'élevage apparaît juste après, avec Caïn et Abel. Souvenez-vous, hein, Dieu préfère l'offrande d'Abel qui est justement un beau mouton bien gras, et c'est pour ça que son frère Caïn le zigouille, par jalousie. Et voilà, la naissance de l'humanité se fait à la fois sous le signe de la violence et de la barbaque. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu Sapiens, hein, le bouquin de Yuval Noah Harari, mais il parle justement de cette tension entre le monde moderne, industrialisé et rempli de tentations, qui cause tant de problèmes à notre corps et à notre esprit, qui biologiquement n'a pas vraiment changé depuis l'époque des chasseurs-cueilleurs, justement. Donc oui, c'est normal d'avoir cette nostalgie et de préférer la tranquillité d'une forêt au bruit des klaxons qui résonnent entre les immeubles de béton. Mais la conclusion est sans appel. Le paradis, on n'y est plus. Voilà, ça c'est fini. Et on n'est plus des chasseurs-cueilleurs non plus, à vrai dire, donc il faut bien se nourrir. Et c'est là que commence notre safari. Vous avez aimé le petit film que je viens de vous passer? Eh bien ce n'était qu'une mise en bouche, puisqu'on va maintenant s'aventurer à l'extérieur et remonter le cours des siècles historiques. Asseyez-vous confortablement et je nous catapulte au tout début du Moyen-Âge, genre vers le 5e siècle, tiens par exemple. C'est parti! Tiens, mais c'est marrant ça, on dirait que rien n'a changé, non? Attendez, gardez les mains à l'intérieur du véhicule, hein, le temps que je vérifie. Ah bah si, on a bien pris 100 500 ans d'un coup. Ça peut paraître étrange, hein, mais la vie des paysans de l'Empire romain en ruine n'est en fait pas si différente de celle des chasseurs-cueilleurs. À un ou deux détails près, hein, évidemment. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit dans l'épisode sur le loup? Le passage de la civilisation antique à la civilisation médiévale change profondément le paysage.
L'apport culturel germanique, aspect positif, on va dire, des destructions et de la déprise économique qui accompagnent la recomposition politique de l'ancien empire romain, ces deux éléments donc font rapidement évoluer le territoire européen. La forêt et les territoires sauvages progressent. Futaies, marais, landes, tourbières, prairies et clairières s'imposent et transforment le paysage en une sorte de gruyère, percée par-ci par-là par des champs de blé. Et il faut dire que la culture des nouveaux maîtres germaniques de l'Europe est moins axée sur les champs que sur l'élevage et la chasse. Peu à peu, en fait, la société se tourne donc vers un nouveau système agricole qu'on appelle sylvo-pastoral. Pas besoin d'avoir fait du latin pour comprendre, les deux piliers sont donc désormais la forêt et l'élevage. En fait, c'est une manière de dire que le système agricole se diversifie largement. Les immenses ressources des terres sauvages deviennent essentielles pour la vie quotidienne. On y emmène ses troupeaux de porcs, de bœufs et de moutons pour qu'ils se nourrissent des glands, des faines et de l'herbe bien verte qui poussent sous les frondaisons. On y cueille les baies sauvages, les fruits et même des feuilles de hêtre pour en faire des salades, pourquoi pas. Et en fait, le saltus, le nom latin qui désigne ces terres non cultivées, y compris la forêt, devient donc en fait semi-sauvage. On n'y cultive rien de particulier, mais on y passe beaucoup de temps à chercher de quoi manger. Et surtout, donc, on y chasse. Tu connais pas grand-chose à la chasse, toi, pas vrai? Je suis un paresseux. Je repère un arbre, je croque une feuille, voilà ma façon de chasser. Et oui, nous revoilà sur la viande. En fait, il faut savoir un truc, c'est que les Germains, dans toutes leurs déclinaisons, du style franc, saxon, wisigoth, ostrogoth, zigoto, angle, chatte, vandale, chérusque et frison, attention, l'un de ces peuples n'existe pas, les Germains donc se distinguent des Romains par deux traits alimentaires. Le premier, c'est qu'ils mangent énormément, genre gros banquet, et le deuxième, c'est qu'ils mangent beaucoup de viande. C'est même l'une des choses qui marque le plus les Romains à leur propos. Alors que les Romains, en tout cas l'élite, affectent une sobriété de façade et un goût exquis pour des mets délicats comme le flamand rose au poivre, les Germains apparaissent très rustres, très frustres aux yeux des observateurs de l'Empire. Ils mangent de tout et même du cheval, ce qui terrifie les premiers chrétiens. En 732, par exemple, le pape Grégoire III adresse une lettre à son gars sûr, le missionnaire Boniface, envoyé en mission auprès des sauvages saxons. Et il dit « Tu as ajouté que certains mangeaient du cheval sauvage et que la plupart mangeaient également du cheval domestique. Dorénavant, n'accepte plus jamais, très saint frère, que cela se fasse, mais réprime-le par tous les moyens que tu pourras employer avec l'aide du Christ et impose-leur une juste pénitence, car cela est impur et sacrilège. » Voilà, fin de la récré. Cela étant, la fête ne s'arrête pas. Au milieu du VIe siècle, lorsque le roi des Francs, Chilpéric, reçoit l'historien Grégoire de Tours, ce dernier assiste à une véritable beuverie qui dure 3 jours complets, durant lesquels les guerriers qui entourent le roi engloutissent des quantités phénoménales de viande. Même les prêtres d'ailleurs suivent le régime inspiré de ces nouveaux maîtres. En 837, donc un petit peu plus tard, les chanoines de la cité du Mans reçoivent les jours de fête plus de 8000 kilocalories, dont 1,2 kg de viande, moitié porc, moitié mouton. Autant dire que l'apoplexie n'est pas loin avec un tel régime, et d'ailleurs les auteurs romains de l'Antiquité tardive ne se privent pas de souligner les effets sur la santé d'un tel régime. Antime, un médecin byzantin qui conseille une diète au roi des Francs Thierry, qui en a d'ailleurs bien besoin, à la toute fin du 5e siècle, en profite pour adresser une petite pique que je vous laisse découvrir. Aucun d'entre eux n'est en bonne santé, bien au contraire. Lorsqu'ils vont mal, ils se brûlent l'estomac, le ventre et d'autres parties du corps, comme on marque au fer rouge les chevaux enragés. Et voilà, en fait, l'excès amène l'excès. À force de trop manger de barbac, les Francs en sont réduits à s'administrer une médecine de cheval pour récupérer de ces excès, justement. Bon, il faut dire que les Germains sont de grands chasseurs, et cette passion marque durablement la noblesse européenne. Les forêts occidentales sont alors très giboyeuses, et on y rencontre d'ailleurs du gibier qui aujourd'hui est fort exotique.
Alors, Johanna, qu'est-ce que nous avons pris aujourd'hui? Un dingo? Un beau gros cochon bien dodu? Un petit... garçon? Il y a encore des aurochs jusqu'au Xe siècle par exemple, une espèce de buffle sauvage monstrueux aux cornes gigantesques, et on rencontre aussi des bisons dans les forêts européennes. Évidemment, à force d'être chassés sans relâche par la noblesse mérovingienne et carolingienne, ces deux espèces déclinent à vue d'œil, tout comme l'élan d'ailleurs, qui foulait encore de ses grandes pattes le sol occidental dans les premiers siècles médiévaux. Au XVIIe siècle, les aurochs et les bisons auront presque totalement disparu et on ne trouvera plus que des individus isolés aux marges de l'Europe. Alors est-ce qu'on peut dire que les Mérovingiens les ont tous mangés? Oui, clairement, on peut le dire. Et ça continue après d'ailleurs. Charlemagne lui-même était un grand chasseur et son biographe Éginard nous dit que son plat préféré, c'était toujours la viande rôtie ramenée par les chasseurs de la cour. Ça lui a pas trop mal réussi d'ailleurs, il était plutôt en bonne santé, mais il faut dire que lui et ses compères avaient quand même une vie assez active. Le souverain carolingien était un grand nageur, et puis il passait son temps à dos de cheval, l'épée à la main, pour poutrer les Saxons. À cette époque, en tout cas, la chasse est encore relativement libre. Les paysans carolingiens mangent encore beaucoup de lièvres et de chevreuils, par exemple, et la photographie alimentaire qu'on peut faire à la fin du IXe siècle est plutôt flatteuse, à vrai dire. L'alimentation du commun peuple est plutôt équilibrée, avec des protéines en abondance venues du gibier chassé en forêt, des légumineuses cultivées par-ci par-là, beaucoup de vitamines grâce aux fruits, aux baies, aux champignons, aux légumes qu'ils font pousser ou qu'ils vont cueillir en forêt, et un peu de glucides quand même, avec le froment, l'épeautre, l'orge et le seigle qui complètent ce joli tableau diététique. D'ailleurs, ça se voit dans les restes archéologiques. Pas de déformation, pas de carence évidente et pas de maladie liée à la malnutrition, à l'échelle de la population en tout cas. Parce que notre père qui était parti pour boire à la taverne de Duchenot a crevé, gelé dans les temps, à cause de son pied beau. C'est affreux. C'est plutôt la fête, donc il faut quand même le dire, et nos paysans devaient être en bonne santé, et plutôt bien foutus même, vu le style de vie qu'ils avaient, bien que la mode de la moustache à la Franck vienne quand même sérieusement entamer le sex-appeal rural de l'époque. La viande tient alors une place importante, mais pas forcément centrale dans l'alimentation quotidienne. On n'en manque pas, ça c'est sûr, mais on l'équilibre avec plein d'autres choses, pendant que les grands nobles s'empiffrent de gibier et se tiennent perpétuellement en fait sur une ligne de crête entre mourir d'indigestion et mourir empalé sur un épieu saxon. Des rudes gaillards quoi. Rapidement toutefois, cette belle abondance va se refermer, en tout cas pour les paysans. Déjà à partir des 9e et 10e siècles, la chasse en fait devient de plus en plus encadrée. Les nobles se réservent le monopole du gros gibier pour entretenir leur passion dévorante, et courir les sangliers, les cerfs et autres bestioles devient un privilège en fait. Vous connaissez d'ailleurs peut-être le terme de lapin de Garenne. La Garenne en fait c'est une sorte de forêt ou d'espace sauvage protégé, entouré de murs ou de fossés par exemple, dans lequel les paysans ont interdiction absolue d'aller chasser. Ça fait rapidement du grabuge d'ailleurs, parce que le but des nobles est de faire prospérer le gibier dans ces garennes, logiquement, quitte à ce que le dit gibier piétine et dévore les champs cultivés à côté. En tout cas, la pratique de la chasse va continuer d'évoluer tout au long du Moyen-Âge. Avec l'affirmation de la féodalité, elle devient un pilier de la vie menée par l'élite militaire. Elle sert à la fois d'entraînement à la guerre et de symbole majeur de ce nouveau statut social. C'est pas sans danger d'ailleurs, puisqu'en 1387, le comte de Foix, qui s'appelle alors Gaston Phébus, chasseur infatigable, raconte la mort horrible d'un pote à lui dans son livre de chasse. Écoutez. J'ai vu un sanglier noir frapper un homme du genou jusqu'à la poitrine, le fendre et le jeter mort d'un coup, sans souffler mot. Et moi-même j'ai été maintes fois à terre, moi et mon coursier tué. Alors évidemment, il y a des manières moins dangereuses, comme les pièges ou les filets par exemple, mais pour Gaston Phébus, ça n'est pas comme ça qu'on est censé attraper son dîner. Comme il le dit, c'est là plaisir d'homme gras, de vieil homme ou de prélat. Les portes de la forêt se referment de plus en plus, au point que les paysans sont presque entièrement exclus de la chasse à la fin du XVe siècle.
Cela étant, même si cette activité est centrale dans la vie des nobles, il ne faut pas croire qu'ils passaient leur temps à manger du sanglier ou une autre bête puante trouvée dans la forêt. Le gibier reste en fait marginal dans la consommation de viande des plus grands princes aux chevaliers de bas étage par rapport aux animaux domestiques en fait. Donc c'est plutôt un plaisir, on va dire, qu'on partage en rentrant de la chasse. Il faut dire quand même que ramener un cerf, c'est bien, ça fait de la viande, mais avec toute la smala qui vit à la cour des plus grands seigneurs, en fait ça fait pas lourd par personne. Bon, en tout cas, tout ça c'est bien beau, mais que mange le reste de la population, puisque l'accès aux ressources de la forêt se fait de plus en plus rare après le Xe siècle. Il met quoi comme viande dans son écuelle, le couillon du coin de la rue là? Eh bien vous le savez, il n'y a pas 36 manières de le savoir, on va quitter les parties de chasse en pleine forêt, on remonte dans la Jeep et on continue notre safari quelques années plus loin. Hey, mais regardez qui voilà, c'est ce bon Arnaud de Villeneuve. Sacré Nono, ça faisait un bail qu'on s'était pas vu. C'était au moins depuis le dernier safari, là tu te souviens quand la Jeep avait glissé et que tous les touristes avaient fini dans le... Franchement, c'était trop marré ce jour-là, c'était génial. Pardon, retour à nos moutons. Enfin, moutons, cochons, bœuf, on n'est pas à ça près, hein. Écoutez, ça tombe bien qu'on soit dans le laboratoire d'Arnaud, justement, parce que je vais vous parler un petit peu de diététique, voyez-vous? Bah oui, c'est pas parce qu'on est au Moyen-Âge qu'on mange n'importe quoi. Et puis je vous l'ai dit, la viande, c'est un aliment à part. On va pas foncer tête baissée sur le premier animal venu, non, il y a une réflexion à avoir avant de manger. Donc rangez un peu vos couteaux et votre bouche baveuse, c'est pas encore l'heure du repas, on va bosser un peu d'abord. À partir de la fin du Xe siècle, l'Occident médiéval commence à redécouvrir la médecine antique et notamment le travail de deux mastodontes de la discipline que sont Hippocrate, un médecin grec du 5e siècle avant notre ère, et surtout Galien, un médecin romain du 2e siècle de notre ère. D'ailleurs, Galien était le médecin de l'équipe des gladiateurs de Pergame, donc c'était pas n'importe qui. Et là, c'est le coup de foudre intellectuel. En l'espace d'une paire de siècles, la médecine médiévale dévore toutes les traductions qui lui tombent sous la main et se passionne en particulier pour la diététique, le cœur de la médecine hippocratique et galénique. Évidemment, il faut un peu adapter tout ça aux mœurs du temps et aux nouveaux aliments qui ont été découverts depuis, et cette nouvelle science se développe petit à petit jusqu'à devenir particulièrement complexe. Je vous emmène faire un petit tour dans ce labyrinthe intellectuel ? Pour cette nouvelle médecine médiévale, le corps fonctionne comme l'univers. Il est constitué des mêmes éléments et il s'équilibre de la même façon. La digestion, par exemple, est assimilée à une cuisson. Selon Galien, repris par les médecins médiévaux, comme le fameux Arnaud de Villeneuve, justement, grand savant de la fac de Montpellier au début du XIVe siècle, le corps fonctionne comme une succession de gros fours. Une première cuisson a lieu dans l'estomac. Elle permet de séparer les éléments nutritifs des déchets évacués sous forme d'excréments. Puis les aliments passent dans le foie où a lieu une deuxième cuisson qui rejette de l'urine cette fois-ci. Le foie envoie ensuite les nutriments vers les organes qui les cuisent une dernière fois et rejettent le déchet ultime, la sueur. Et c'est comme ça que sont fabriquées les 4 humeurs, c'est-à-dire les 4 fluides vitaux qui donnent sa force au corps. Chacune de ces humeurs est comparée et reliée à un des 4 éléments d'Aristote. Vous savez, la terre, l'eau, le feu et l'air. La bile noire est comme la terre, froide et sèche. Le flegme est froid et humide, comme l'eau. Le sang est semblable à l'air, chaud et humide, tandis que la bile jaune a les caractéristiques du feu, chaude et sèche.
Tout ce joli mélange permet de garder la santé s'il est équilibré, évidemment, mais à la moindre détérioration de cet équilibre, paf, c'est la maladie qui vous tombe dessus. Bon, alors évidemment, je vous ai fait la version courte, parce que c'est sacrément plus compliqué en réalité. Tout ça change en fonction des saisons, des âges de la vie et même de votre activité professionnelle. Et puis vous le savez, chacun est différent. Chaque corps a son propre équilibre en fonction de son tempérament et le rôle du médecin n'est pas d'appliquer bêtement une recette de cuisine en fait, mais de déterminer précisément l'équilibre propre à chaque patient pour lui proposer la meilleure diète possible. Et oui, manger est la meilleure des médecines au Moyen-Âge parce qu'on a creusé une autre partie de l'œuvre de Galien, celle des choses dites non naturelles. Ça c'est intéressant aussi, faut qu'on en parle. En gros, la santé dépend évidemment de l'équilibre propre au corps, qui est donné par Dieu, donc ça on n'y peut rien, mais elle tient également à la manière dont on gère son corps, et notamment à ce qu'on ingère. Au XIIIe siècle, on a déjà bien fixé la liste des choses non naturelles auxquelles il faut faire super gaffe. Elles sont au nombre de 7. On a la nourriture et la boisson, le sommeil et l'exercice, qui inclut aussi le sport de chambre d'ailleurs, l'air et l'environnement, l'évacuation et la replétion, et enfin les passions de l'âme, c'est-à-dire les émotions, dans notre langage actuel. Donc, vous voyez le genre. Ce que vous mangez et buvez a un impact direct sur votre santé en modifiant l'équilibre des humeurs. C'est logique, non ? Ça, c'est la cuisine que j'aime. Et en quoi ça nous concerne alors ? Eh bien, j'y viens justement. Puisque l'ingestion de nourriture touche à la santé, nous sommes ce que nous mangeons, tout ça, les médecins s'intéressent de près à la viande. Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise pour le corps ? Comment la consommer ? Comment l'intégrer dans un régime si on veut guérir une maladie, par exemple ? Eh bien là-dessus, nos médecins ont plein de choses à dire. Logique, vous me direz. Non seulement leurs clients directs, les plus riches, mangent un max de viande, mais en plus, c'est un aliment à haute valeur sociale et culturelle, donc impossible de faire l'impasse dessus. Déjà, première chose, toutes les viandes ne se valent pas, ça non. Nos médecins vont donc classer toutes les viandes possibles et imaginables, histoire de guider leur diagnostic et leur prescription. Tenez, comme ça en passant, petite devinette pour vous. Le canard, c'est comment ? Froid, chaud, sec, humide ? Allez-y, vous avez 3 secondes. Et bingo, chaud et humide. Bah oui, c'est logique, puisqu'il vit dans l'air, qui est elle-même chaude et humide dans la théorie d'Aristote, même si c'est un peu équilibré par le fait qu'il a le cul dans la flotte, quand même. Mais attendez, c'est pas tout, parce qu'il y a des degrés. 4 degrés par élément pour être exact. Le canard, donc, c'est une viande qui est chaude au 2e degré et humide au 2e degré. Donc elle est pas trop dangereuse, ça va, mais c'est notamment parce qu'il est à la fois donc aérien et aquatique, donc ça équilibre un peu les choses. Mais bon, faudrait quand même pas non plus risquer sa santé, alors on va compenser un peu ce penchant chaud et humide, justement. Pour ça, notre pote Maino de Maineri, astrologue et médecin à la cour des Visconti de Milan, a rédigé une petite recette en 1360. Comme le canard est humide, on va commencer par le faire rôtir. Ce mode de cuisson, en fait, a tendance à dessécher la viande, donc ça compense un petit peu. Comme ça ne suffit pas, on va l'accompagner d'une sauce au poivre. Un bon poivre, pas un machin de chez Ducrot, je veux le meilleur poivre long en provenance directe des Indes. Tu sais ce que c'est ? Ça ? Bah évidemment, c'est du poivre. Ouais, c'est du poivre. Mais ici, ça vaut de l'or. Tiens, sors-moi ça. Ça vaut de l'or. Bon, l'ennui, c'est que le poivre, c'est quand même très chaud et très sec. Des fois même jusqu'au 4e degré, donc là, danger mortel. On va donc contrebalancer ça en délayant la sauce avec du vinaigre. Comme le vinaigre est froid et relativement sec, il va ramener notre plat vers une zone un peu plus saine au milieu du diagramme des éléments. Et là, c'est parfait, vous pouvez servir. Rapidement, en fait, la médecine influence la gastronomie qui se développe alors à une vitesse folle. Les 14e et 15e siècles sont la période par excellence des livres de cuisine. Tout le monde s'y met et les cuisiniers de l'élite, nobles comme bourgeoises, rivalisent d'originalité pour distraire les papilles fatiguées de leurs riches gourmets.
En France, par exemple, le best-seller est le célèbre Viandier de Taillevent, publié par Guillaume Tirel à la toute fin du XIVe siècle. Guillaume Tirel, de son nom de plume Taillevent donc, c'est pas n'importe quel cuistot, hein, attention. Il a tout de même régalé les rois Philippe VI, Charles V et Charles VI sur fond de peste noire et de guerre de Cent Ans, donc c'est plutôt un costaud. Il côtoie dans toutes les bonnes librairies culinaires médiévales le Ménagier de Paris, un bouquin un peu différent puisqu'il a été rédigé par un vieux bourgeois libidineux pour enseigner à sa très jeune épouse comment gérer la maison quelque part vers 1392. On y trouve plein de menus et de recettes, mais aussi des conseils sur comment laver la maison, en chasser les araignées, faire couler un bain à son mari et lui faire des câlins experts sous la couette. Au même moment, l'Angleterre n'est pas en reste, hein, attention. Et oui, à l'époque, c'était une terre d'élection de la gastronomie, comme quoi, on n'est pas à une surprise près. Là-bas, c'est le Form of Curry qui matérialise l'apogée de la grande cuisine, rédigé par le maître cuisinier du roi Richard II, le pote de Charles VI. C'est ça le rieur sanglier? Eh bien, y a pas de quoi rire. Alors dans ces bouquins, on trouve pas mal de recettes de viande, et même beaucoup d'ailleurs. Pour apporter de la fraîcheur et de l'originalité dans les menus royaux et princiers, nos maîtres queux puisent dans la littérature médicale, mais développent également un savoir-faire très original qui marque cette période de la fin du Moyen-Âge, la passion des épices. Alors là, autant commencer tout de suite par tordre le cou à une idée reçue qui a pourtant la vie dure. Non, la cuisine médiévale n'utilise pas les épices pour masquer le goût de la viande avariée. Ça n'a rien à voir. Déjà, c'est vraiment un truc des 14e et 15e siècles, les épices. Dans les siècles passés, on avait évidemment quelques épices, mais jamais autant et jamais aussi variées, surtout. À tel point d'ailleurs qu'au XIVe siècle, le poivre, qui était pourtant un épice super couru au début du Moyen-Âge, est désormais considéré comme un épice commun que même le peuple peut manger. Donc non, si on blinde de muscade, de gingembre et de clous de girofle, c'est surtout parce que ça coûte super cher. Ces substances exotiques viennent de fort loin et le coût du franchissement des milliers de kilomètres depuis les Indes en font donc un marqueur social majeur. Deuxième élément, les épices donnent du peps au plat. À une époque où les palais nobles raffolent d'odeurs, de sensations et de couleurs qui claquent, ces plantes exotiques permettent de surprendre sans cesse les convives. Et puis dernière chose, ils sont super utiles pour contrebalancer le caractère de la viande qu'on assaisonne. On l'a vu avec le canard, mais il y en a plein d'autres. Les épices sont généralement classées parmi les aliments chauds et secs, à différents degrés, ils sont donc essentiels dans l'arsenal du cuistot qui veut faire plaisir à son maître tout en améliorant sa santé. Et alors, qu'est-ce qu'il leur mijote de bon avec tout cet attirail? Oh bah c'est pas mal, franchement, ça c'est sûr, ça donne envie. Dans le Ménagier de Paris, par exemple, on trouve une recette de langue de bœuf à la sauce cameline, une pièce de bœuf déguisée en viande d'ours, je sais pas trop pourquoi, du veau rôti, du pain, du porcelet farci. Allez, vous voulez quoi, le porcelet farci? Eh ben c'est parti, voilà la recette, écoutez bien. Porcelet farci. Le porcelet tué soit échaudé en eau bouillante, puis pelé. Puis prenez de la chare maigre de porc et ostez le gras et les issues du porcelet et mettez cuire en l'eau et prenez 20 œufs et les cuisinez durs et des châtaignes cuites à l'eau et pelées. Puis prenez les moyeux des œufs, châtaignes, fin fromage vieille et char d'un cuisseau de porc cuit et en hachez puis broyez avec du safran et poudre de gingembre, grand foison entremêlé parmi la char. Et si votre char devient trop dur, s'y l'allayez de moyeux d'œufs. Et ne fendez pas votre cochon parmi le ventre, mais parmi le coustet le plus petit trou que vous pourrez. Puis le mettez en broche et après boutez votre farce dedans et recousez à une grosse aiguille. Et soit mangiez au poivre jauné, si c'est en hiver, soit à la cameline, si c'est en été. Alors vous en pensez quoi? Ça a l'air bon, non? Ah, vous vous demandez peut-être ce que c'est que la cameline. En fait, c'est la resta des sauces médiévales, un peu comme le ketchup ou la mayonnaise aujourd'hui en gros.
C'est pas dur, on la trouve partout au XIVe et XVe siècle, y compris d'ailleurs chez les moins riches. On peut l'acheter toute prête, en pot, chez les sauciers, qui sont des artisans qui font des sauces, et en happer sa viande pour lui donner un petit peu de goût. Attendez, je crois que je dois avoir la recette. Ah oui, tenez, la voilà. C'est une recette du viandier de Taïwan, justement, qui dit « broyer du gingembre, grand foison de cannelle, du pain grillé dans du vinaigre et du verjus. Passez le tout à l'étamine. » Voilà, facile, pas cher. Enfin, pas cher, ça va quoi. Et il y en a plein de variétés en plus. La cameline italienne est un peu différente par exemple. Écoutez, ça vient d'un manuscrit de la toute fin du XVe siècle. Prenez du lait d'amande qui soit bien nettoyé et mélangez-les avec un bon bouillon gras de poule. Puis broyez les foies de la poule et mélangez-les dans le dit lait. Mettez à bouillir et ajoutez du sucre, du jus de grenade, du vinaigre rouge. Et mettez la plus grande partie de cannelle avec du gingembre, du poivre et autres épices, ainsi que de la noix de muscade. Mélangez toujours sur le feu. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas si gras finalement. Ni huile, ni beurre, au contraire. Le gras, c'est la vie. Dans l'ensemble, de toute façon, les palais nobles de la fin du Moyen-Âge recherchent surtout une saveur plutôt douce acidulée, un peu comme un sucré-salé d'aujourd'hui, genre sauce aigre-douce, si vous voyez. Pour faire les sauces qui accompagnent les viandes, on utilise souvent le vinaigre ou le verjus, c'est une sorte de jus de raisin vert, ou alors du lait d'amande, comme base. Tiens, mais d'ailleurs, je déblatère sans fin, mais vous en avez peut-être marre du laboratoire d'Arnaud, non? Vous avez peut-être envie d'aller voir tout ça de vos propres yeux. Allez, n'en dites pas plus, on remonte dans la Jeep. On va aller voir les médiévaux dans leur habitat naturel. Vous allez voir, c'est saisissant. Allez, au revoir Arnaud, à la prochaine. Tu me gardes un peu de ta fameuse eau de vie, Merci, t'es un pote nickel. Allez, nous, on est parti. Ah, nous y voilà. Vous voyez autour de vous une rare collection de médiévaux venant de toutes les classes sociales. Vous voulez commencer par quoi? Par la noblesse? Allez, on est chaud puisqu'on vient de réviser tous les livres de cuisine, on y va. Regardez un peu la profusion d'espèces qu'on voit sur la table de banquet, c'est énorme. C'est beaucoup. Mais c'est bien. Chez les grands nobles, on mange de tout. En 1425, par exemple, le nouvel évêque de Lisieux, qui avait un nom bien normand puisqu'il s'appelait Zanon de Castiglioni, reçoit à dîner l'archevêque de Rouen et tous ses chanoines dans un somptueux banquet. Le menu dépend cependant de l'endroit où on se trouve dans la salle, justement. Puisque à la table de l'archevêque, c'est la bamboche, puisque la star du deuxième service est le héron. Un volatile particulièrement stylé qui le dispute généralement au cygne et au paon pour la majesté. Les invités un peu plus éloignés de la table centrale ne reçoivent que du pluvier, un autre échassier qu'on trouve dans les marais. Tandis que ceux qui sont près de la porte doivent se contenter d'un plat de butor au poivre, un marqueur assez clair du peu de considération qu'on leur porte. C'est malgré tout assez recherché, on mange pas de la vieille truie quand même. Au contraire, il y a même toute une théorie là-dessus. Tenez d'ailleurs, c'est encore ce bon vieux Arnaud de Villeneuve qui en parle dans le Regimen Sanitatis. Enfin, il dit que c'est lui qui l'a écrit, mais j'ai mes sources, je suis à peu près sûr qu'il a repompé ça sur un manuscrit de Salerne qui date au moins du XIIe siècle, mais peu importe. En gros, Nono nous explique qu'on doit manger selon sa condition. Aux estomacs délicats et raffinés de l'élite, on doit proposer des viandes légères, bien équilibrées par une sauce épicée. La viande de volatile, par exemple, ça c'est nickel, parce que les oiseaux sont plus proches de Dieu que les vulgaires quadrupèdes qui pataugent dans la merde. Ah non, mais c'est très sérieux, On appelle ça la grande chaîne des êtres. C'est une hiérarchie établie entre les aliments qu'on mange en fonction de là où ils se placent entre le ciel et la terre. Les aigles et les faucons, par exemple, sont ultra stylés parce qu'ils volent très haut.
On ne les mange pas, hein, mais par contre, les proies qu'ils attrapent, comme les pigeons ou même les hérons, sont réputés justement avoir une chair délicate et aérienne, donc bien équilibrée et adaptée aux estomacs sensibles. Le bœuf, par exemple, ou le cerf sont un peu moins bien classés parce qu'ils ont les pieds sur terre, mais ils ne traînent pas par terre non plus, hein. Leur viande est donc réputée relativement lourde, froide et sèche, comme la terre, justement. Le porc et le sanglier, par contre, c'est full terreux là, hein, parce qu'ils ont carrément le groin dans la glaise. Un jour, quelle horreur, y compris que son odeur, au lieu de sentir la fleur, soulevait les cœurs. Mais y a dans tout cochon un poète qui sommeille. Bref, tout ça pour dire que les nobles préfèrent manger des viandes d'exception. C'est surtout vrai pour les ecclésiastiques, car ils ont un travail 100% intellectuel. Les nobles encore, ils vont à la chasse et parfois à la guerre, donc ils se défoulent et il leur faut de l'énergie. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de manger autant de viande, hein, ils en ont besoin. Les clercs, par contre, eux, ils doivent faire attention, étant donné qu'ils ont une vie clairement oisive, hein, à réfléchir jour et nuit au mystère de la révélation divine, eh bien les médecins déduisent que leur cerveau pompe gaiement dans la chaleur vitale de l'estomac, et ça c'est pas bon. Ils leur conseillent donc des mets subtils et légers, faciles à digérer, car proches de l'équilibre naturel du corps. Du blanc de volaille, du pain blanc, du vin léger, pas de quoi se péter la ruche donc. On cherche en fait ce qui est blanc, notamment, dans une sorte d'association des semblables. Le blanc, en fait, renvoie à la légèreté, à la pureté, et permet de soigner les excès de bile noire, mélancolique par nature. Marcille Ficin le dit même clairement en 1487 dans son énorme bouquin intitulé « De la vie ». Si vous n'allez pas bien, mangez du blanc. Pensez printemps, les amis. Et ça tombe bien, il y a un plat tout trouvé pour ça, très apprécié par les nobles, qu'on appelle le blanc mangé. Alors, rien à voir avec le jeu de cartes un peu trop subversif, hein, pas de coco ici, mais plutôt un potage à base de blanc de volaille, de lait d'amande, de mie de pain et de vinaigre. Enfin, il y a plein de recettes différentes, hein, mais l'essentiel, c'est que ce soit bien blanc, quoi. Ah, et d'ailleurs, avant d'aller voir d'autres médiévaux attablés, vous remarquerez que nos nobles mangent en général 2 fois par jour. La plupart du temps, on a un dîner en fin de matinée et un souper en fin d'après-midi. Ça, c'est diététique aussi, hein. Comme le dit le proverbe médiéval, manger 1 fois par jour est vie d'ange. Manger 2 fois est vie humaine, mais manger 3 fois est vie de bête et non de créature humaine. Voilà, comme ça vous saurez ce que fait de vous votre petit goûter de 4 heures. Pour les enfants nobles, ça peut être un peu plus, hein. Charles le Téméraire, par exemple, le duc de Bourgogne, quand il était gamin, dans les années 1430, il avait d'abord un déjeuner vers 8h du matin avec un œuf, du pain et une pomme. Après, c'est à 10h que ça se passe pour le dîner. Là, le petit duc a de la viande, généralement un potage à base de poule, de bœuf ou de veau, cette dernière viande étant l'une des plus recherchées pour sa douceur et sa digestibilité. Et même chose pour le souper à 18h, donc on n'est pas vraiment sur un régime à l'américaine, hein, c'est plutôt light. Oh, et dernière chose, vous voyez là toutes ces sauces et ces potages? Ça c'est marrant, vous allez voir. En gros, le repas des nobles comporte généralement 3 temps, un peu comme au resto aujourd'hui, hein. Vous avez d'abord le potage, donc une sorte de soupe de viande, souvent épaissie au pain ou aux amandes, et allongée avec du vinaigre et du verjus. Ensuite, c'est le temps fort, les rots. Alors non, pas les rots comme ça, hein, mais les viandes rôties, quoi. Ça, c'est le péché mignon des nobles et des catégories aisées en général, hein. Ils adorent ça. La mode n'est pas vraiment aux énormes cuisses de sanglier qu'on mange goulûment façon Obélix, hein, rien à voir. Les viandes rôties sont plutôt coupées en tranches longues et fines, et les grands princes ont même un officier spécial, souvent un bon noble, hein, pas un pouilleux non plus, hein, pour le faire à leur place. Cet office s'appelle l'écuyer tranchant, logique, hein, et à partir du XIVe siècle, il y a même des manuels pour ça, parce que c'est quand même tout un art, hein. Bon, bref, toujours est-il que ces viandes rôties, les grands nobles les mangent sur des tailloirs, des sortes d'assiettes en métal ouvragé, sur lesquelles on pose une grosse tranche de pain rassis pour éponger la sauce. Donc ils se goinfrent, hein, de leur viande rôtie de héron ou de cygne, et après, le pain qui est imbibé de sauce aux épices est donné au choix, soit aux pauvres, qui n'attendent que ça,
soit aux chiens, qui n'attendent que ça aussi en fait. Donc, comme le disait Coluche... Vous avez vu, c'était Dieu qui avait dit « Je partage en deux, les riches auront de la nourriture, les pauvres auront de l'appétit ». Alors, continuons notre visite, voulez-vous? Maintenant qu'on a vu les nobles manger, qu'est-ce qui vous intéresse? Le commun peuple ou les moines? Bon allez, on en a un peu marre des oisifs, hein. On va aller voir des gens bosser, hein, ça vous va? Allez, c'est parti. Est-ce que vous voyez ces paysans-là, en train de faucher le blé de leur seigneur? Ce sont des corvéables. En gros, ils bossent gratuitement sur les terres du seigneur pendant quelques jours. C'est en fait une sorte d'impôt déguisé qu'en général, les paysans n'aiment pas trop. Mais heureusement pour eux, et pour nous aussi d'ailleurs, hein, le seigneur les nourrit pour ce travail. Et donc nous, on peut savoir ce qui était considéré comme une ration normale à l'époque pour des gens qui bossent. En 1268, par exemple, pour 2 corvéables de Beaumont-le-Roger, dans l'Eure, on a quand même une bonne ration qui est prévue pour la journée. 2 kilos de pain, 200 grammes de viande environ, qui peuvent être remplacés par des œufs, un peu de légumineuses, souvent des fèves ou des lentilles, et 4 litres de vin pour faire passer le tout. Alors, c'est assez déséquilibré, il faut le reconnaître, pas beaucoup de vitamines, mais au moins, il y a de la viande. Globalement, en tout cas, il ne faut pas tomber dans le misérabilisme. La réalité, c'est que les gens du peuple, paysans, artisans, ouvriers, mangent plutôt pas mal de viande, et ça ne fait que s'améliorer au cours du Moyen-Âge. C'est même, et là je vais peut-être vous choquer, l'époque historique la plus viandarde, et de loin. C'est vrai surtout dans les villes, d'ailleurs, dont les boucheries se développent à une vitesse folle, mais on y reviendra juste après. Pour vous donner une idée, au milieu du XIVe siècle, la moyenne de barbac par an et par personne dans les villes du sud de l'Allemagne était de 100 kilos. 100 kilos, vous imaginez? C'est une sorte de maximum historique, et ça ne va faire que décroître par la suite. Au milieu du XVIIIe siècle, juste avant que Napoléon ne vienne remuer tout ça gentiment, la moyenne est tombée à 14 kilos. Tiens d'ailleurs, petite devinette pour vous, vous diriez qu'aujourd'hui, là, en Allemagne, on mange plus ou moins de viande qu'au XIVe siècle? Allez, je vous laisse quelques minutes pour chercher, je vous dirai la réponse un peu plus loin. Et c'est pas vrai qu'en Allemagne d'ailleurs, même si ces villes riches et bourgeoises sont quand même au top des carnivores. À Tours, au XVe siècle, on sera plutôt entre 20 et 40 kilos par an et par personne, c'est déjà pas si mal. Tant qu'on y est, à propos des repas, si on pouvait accompagner les lentilles d'un sanglier, ou 2 par exemple. Même les pauvres d'ailleurs participent à cet essor de la consommation un peu partout en Europe, surtout en Europe occidentale. Tenez, par exemple, on a le contrat de travail d'un ouvrier d'abattoir sicilien en 1348, l'année de la peste. En plus de son salaire, son employeur lui file 3 gros pains par mois. Sachant qu'un gros pain, à l'époque, c'est genre 5 kilos, c'est un gros truc. Et 2 à 3 kilos de viande par semaine. Mais bon, il faut admettre qu'au cœur de la peste noire, en gros du milieu du XIVe siècle au milieu du XVe siècle, la consommation de viande monte en flèche parce que la conjoncture le permet, tout simplement. Il y a eu tellement de morts de l'épidémie que les campagnes se sont dépeuplées et les champs régressent partout au profit des terres sauvages. Du coup, le point positif, c'est qu'on a plein de place et de ressources pour nourrir du bétail. Youpi! En plus de ça, l'épidémie a fortement contracté la main-d'œuvre disponible, donc les salaires ont tendance à augmenter. Donc plus de viande disponible et plus d'argent pour l'acheter, c'est le combo gagnant pour le carnivore médiéval. Donc oui, on bouffe de la viande et pas qu'un peu. Non, ce qui change vraiment entre le riche et le pauvre, c'est la nature de la viande et la manière de la manger, plutôt. Rien de nouveau à ça finalement, puisqu'on le retrouve aussi aujourd'hui. La grosse différence ne se fait pas sur la quantité, mais sur le type de viande. Bon, alors déjà, vous savez qu'il y a une hiérarchie, on en a parlé. Les médecins ont décrété que les grosses viandes, genre quadrupèdes les pieds dans la fange, tout ça c'est bon pour les rustos. Mais attention, ça n'est pas du mépris social, c'est de la science. Il y a une citation assez marrante là-dessus. Alors elle est un peu tardive puisqu'elle date de 1559, mais elle résume bien l'idée. C'est un médecin du nom de Jérôme de Monteux qui explique que, je cite,
Les viandes incrassantes sont seulement convenables à ceux qui travaillent tout le jour, depuis le matin jusqu'au soir, comme aux moissonneurs, fossoyeurs et lutteurs, lesquels par grand exercice augmentent leur chaleur naturelle. Car la grande venté et l'évacuation de tout le corps procédant de ce labeur, et pareillement le profond sommeil qui s'ensuit, sont cause de tels gros aliments sont digérés. Joint aussi que quand on y est accoutumé et qu'ils sont pris en grosse quantité, ils en sont plus familiers à nature et plutôt digérés. Telles grosses viandes conviennent ainsi à ceux qui ont enduré faim par nécessité. Pour les personnes de bonne complexion, seront toutefois beaucoup mieux et pour leur santé s'ils s'abstiennent de telles viandes. Voilà, donc c'est clair, si l'homme de labeur, le tâcheron rustique, peut manger des grosses viandes lourdes et froides, c'est parce que son four chauffe plus fort que celui des autres, voilà tout. Et le médecin glisse même une petite pique, même si ces viandes ne sont pas ouf, de toute façon, ils ont l'habitude en fait, donc ça va. Parce que je suis un manuel, sans doute. Eh bien, parfaitement, voilà. Ah, très bien. L'autre différence majeure entre riches et pauvres, c'est la manière de consommer la viande. Déjà chez les pauvres, et particulièrement chez les paysans, on consomme beaucoup de viande fumée et salée. C'est logique, puisque quand on tue un cochon par exemple, on va pas tout manger d'un coup. Généralement, on préfère saler ou fumer la majeure partie pour le manger durant l'année qui suit. C'est aussi une logique d'autoconsommation. Dans les hameaux ruraux, il n'y a pas toujours un boucher parce qu'il n'y a pas assez de demande et qu'en plus on ne peut pas conserver la viande au frigo. Donc c'est plutôt un métier urbain, là où il y a beaucoup de demandes. Se procurer de la viande fraîche, c'est donc pas toujours facile, alors on préfère les viandes de longue conservation. Une fois qu'on a tué un cochon, on peut par exemple pendre des quartiers de viande dans la cheminée, si on en a une, histoire de fumer tout ça gentiment. Et puis les gens du peuple, ils ont une autre manière de cuire la viande, c'est dans le bouillon. La cuisson à l'étouffée ou par bouillon, c'est clairement la plus répandue au sein des catégories populaires. Le symbole du pauvre, c'est la grosse marmite. On fout tout dedans, de l'ail, des oignons, du persil, les légumes du jardin, les légumineuses du style fèves ou lentilles, quelques quartiers de lard et de viande de porc ou de bœuf, et on fait mijoter tout ça pendant des heures et des heures. Le résultat, c'est une grosse soupe, sans doute pas si mauvaise finalement quand on y pense, et très nutritive vu que la graisse de la viande a bien imbibé tout le reste. C'est de la potion magique? Non, c'est de la soupe de bain. D'ailleurs, cette manière de manger avec le bouillon provoque en fait la risée des plus riches tant elle en vient à symboliser le mode de vie paysan. Tenez, par exemple, on a une nouvelle qui a été écrite au début du XVe siècle par un certain Gentile Sermini, un Siennois, qui se moque d'un paysan qui s'appelle Matano. En gros, le gars, c'est un paysan enrichi qui a réussi à se tailler une place parmi l'élite de la cité de Sienne, jusqu'à même occuper une charge officielle. Sauf que Sermini, qui est issu de l'élite culturelle de Sienne, en fait, il passe son temps dans la nouvelle à souligner les manières de rustre de ce parvenu qui trahissent ses origines, en fait, alors même qu'il est vêtu d'étoffes précieuses et qu'il est devenu riche. Il y a un passage qui décrit bien ça, écoutez. Habitué à remanger 2 ou 3 fois dans la matinée, à goûter puis à dîner le soir, avec de l'oison accompagné de pâtés de fèves ou de choux mis plusieurs fois à réchauffer et des eaux parfumées de rave et d'ail. Il emplit l'écuelle de longues tranches du pain qu'il coupe sur sa poitrine, mordille et retrempe plusieurs fois dans la sauce. Il voudrait manger les chapons, les faisans et les perdrix avec de l'ail grossier ou avec le vieux lard comme lorsqu'il vivait à la campagne. D'ailleurs, pour achever la plaisanterie, ses nouveaux amis qui le détestent lui organisent un banquet burlesque où ils lui servent des plats qui rappellent ses origines pouilleuses. Une grosse marmite où mijote de la viande de vieille bufflesse et une tête de mouton, le tout accompagné d'ail et de rave qui ne sont même pas nettoyés de leur terre. Bref, sympa les potes, c'était pas facile de s'élever socialement au Moyen-Âge. En général, pour l'élite, un paysan se reconnaît donc à ses manières de table un peu rustiques et à son haleine d'ail et d'oignon, aromates grossiers et sans noblesse, que les riches dédaignent au profit de délicats épices venus de l'autre bout du monde.
Bon alors, on a vu les paysans, les nobles et les bourgeois, on se fait les moines maintenant? Vous allez voir, c'est une autre ambiance, hein, ça n'a rien à voir. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuum. Oh, regardez-les là, tous religieusement attablés dans le réfectoire à écouter pieusement la lecture de l'évangile par leur abbé. Ils sont-ils pas beaux? Et qu'est-ce qu'ils ont dans leur écuelle, hein? De la viande? Ah bah non, parce que pour ces serviteurs de Dieu, la viande n'est pas du tout aussi habituelle que dans le reste de la société. Laissez-moi vous expliquer ça pendant qu'ils terminent leur prière. Les règles monastiques médiévales ont un ancêtre fondateur, le Big Boss du style de vie cénobitique, comme on dit quand on se la pète, la règle de saint Benoît de Nursie, édictée vers 530. Et là, ça rigole pas. Cette abstinence totale de viande pour les moines en bonne santé et éventuellement une dérogation pour les moines malades. Goûte. Juste une bouchée. J'aime pas la verdure. Où est la viande? Au début de l'aventure monastique, il faut avouer que ça marche plutôt bien. Les premiers moines bénédictins vivent de potage clair et de pain noir, ça renforce l'ardeur religieuse. Mais vous connaissez les moines, c'est une histoire en accordéon. On fixe une règle super stricte, ça tient un petit moment, et les dures conditions de vie attirent les ferveurs des puissants qui font de nombreux dons à l'abbaye, laquelle devient donc très riche et relâche peu à peu la pression. Vous connaissez Cluny, par exemple. La grande abbaye bourguignonne, fondée en 909, devient rapidement richissime au cours du XIe siècle. Mais alors que mangeaient ces moines à la robe noire qui parcouraient ces longs couloirs et s'affalaient dans ces profonds dortoirs avant de s'attabler au vaste réfectoire? Eh bien, ça reste assez frugal quand même, hein. Pendant l'hiver, c'est un seul repas par jour, sans aucune viande, plutôt des œufs, du fromage et un potage de légumes avec quelques fruits. Je veux offrir le réconfort d'un morceau d'émental. L'été, on passe à 2 repas, mais guère plus affriolant, hein. Par contre, là où le proverbe « gras comme un moine » prend tout son sens, c'est lors des grandes fêtes religieuses, hein. Là, c'est quasiment l'orgie. La viande et l'hypocras prennent la place du potage clairé et on ripaille toute la journée avant de retrouver, le lendemain, la frugalité proverbiale de l'ordre bénédictin. Ça, en tout cas, c'est ce qu'on trouve dans les règles officielles, mais on a tout lieu de croire que la réalité était un peu moins austère. En 1125, par exemple, le grand abbé de Clairvaux, le fameux Bernard de Clairvaux, connu pour son austérité extrême et pour son charisme inspirant, fustige la bombance qui retentit entre les murs de l'abbaye de Cluny. C'est un petit pamphlet qui s'appelle Apologia ad Gilellum, donc c'est un texte de polémique, hein, peut-être qu'il force un peu le trait. En tout cas, il écrit: pour vous dédommager de l'abstinence de viande, on vous sert d'énormes poissons. Êtes-vous rassasié des premiers qu'on vous en offre d'autres, qui vous font oublier les précédents? Tout est préparé avec tant de soin et d'art culinaire que lorsqu'on a dévoré 4 ou 5 plats, les premiers n'empêchent pas les autres de passer et la satiété ne diminue pas l'appétit. Le palais, stimulé par des assaisonnements inédits, sent à tout moment se réveiller ses désirs. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit! Vous avez encore faim? Et il a raison, le Bernard. À Cluny, la cuisine est tellement importante que les moines cuisiniers sont les seuls à ne pas interrompre leur travail à l'heure des prières. Le ventre passe avant Dieu. Et clairement, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Dans les siècles suivant la mort de Bernard de Clairvaux, la consommation de viande chez les moines repart en flèche, mais toujours de manière un peu détournée. La première astuce, c'est l'infirmerie. On simule une maladie, oh là là, vraiment ça va pas, on demande une dispense à l'abbé et hop, on va s'empiffrer quelques jours avant de revenir au potage. Ça devient d'ailleurs tellement régulier que les abbés doivent instaurer des roulements et réduire le temps que chacun passe à l'infirmerie. Sinon, il y a toujours la bonne vieille technique du bestiaire animalier.
En gros, on tord la règle pour exclure de la définition officielle de viande des aliments qui en sont pourtant clairement. Déjà les volatiles, on peut s'en sortir facilement puisque dans la Genèse, il est dit que Dieu a créé les poissons et les oiseaux à partir de l'eau, donc ils ne sont pas vraiment comparables aux quadrupèdes du genre bœuf ou cochon. Et si jamais ça ne marche pas, vous pouvez toujours monter d'un cran encore dans la mauvaise foi. La queue du castor, par exemple, elle trempe dans l'eau, non ? Bon bah voilà, c'est du poisson alors, c'est pas de la viande. Et c'est très sérieux, hein, ce genre de fumisterie, ça fonctionne, tant que vous avez bien bossé votre argumentaire théologique évidemment. En 1335, le pape Benoît XII finit par autoriser les moines à manger de la viande 150 jours par an, mais en fait c'est plutôt une acceptation de ce qui se fait déjà quelque part. En 1500, dans la célèbre abbaye de Westminster, les moines reçoivent jusqu'à 1 kg de viande par jour gras au sein d'un régime qui avoisine les 6000 kilocalories quotidiennes. C'est vraiment pas mal. Ok, je crois qu'on a fait le tour, il est l'heure de remonter dans la Jeep pour la dernière étape de notre safari médiéval sur les traces de la viande qu'on a dans l'assiette. Je vous avais dit qu'on allait avoir une étape sanglante, non ? Eh ben c'est maintenant, hein, je préfère vous prévenir. Ça va un peu être l'équivalent de l'enclos des crocodiles dans un safari normal, hein, si vous voulez. Ça va saigner. Voilà, maintenant que vous savez, c'est parti, on y va. Oh waouh, on est direct dans le dur quoi. Venez, hein, on va les laisser travailler, on va aller dehors nous, hein, pour mieux respirer. Vous vouliez savoir comment les médiévaux se procuraient de la viande ? D'où vient l'épaule de porc qu'ils mettent à rôtir sur le grill ? Eh bien voilà, ça vient de là. La boucherie médiévale, c'est un sacré morceau, hein. Il n'y a guère d'artisan plus puissant, plus surveillé et plus craint que le boucher. En Europe, c'est à partir du XIIIe siècle que les bouchers commencent à s'organiser dans les villes, grandes comme pas si grandes hein, d'ailleurs. À Mirepoix, par exemple, une ville qu'on ne peut pas vraiment qualifier de métropole, hein, nichée en Ariège avec ses quelques milliers d'habitants, on a déjà une douzaine de bouchers en 1303, sachant que la moyenne en France, aujourd'hui, est de 24 bouchers pour 100 000 habitants. Bon, sachant qu'à l'époque, évidemment, il faut acheter la viande fraîche tout de suite. Et oui, hein, c'est qu'il faut bien subvenir à cette demande croissante des urbains pour la barbaque. Tiens d'ailleurs, je vous avais dit que j'allais vous donner le chiffre hein, pour l'Allemagne aujourd'hui. Eh bien, c'est environ 53 kilos de viande par an et par personne, soit 2 fois moins qu'au XVe siècle. C'est quand même ouf de voir une telle différence. En général, en Europe occidentale, la consommation de viande a eu tendance à redescendre depuis les années 80, qui était à peu près le pic. Donc en fait, la fin du Moyen-Âge se classe plutôt haut en termes de bidoche par habitant. Qui dit consommation de viande élevée dit contrôle de la marchandise, autant au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Dans les grandes villes, les bouchers font partie d'une riche corporation dont les statuts expliquent ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire. Les plus célèbres, ce sont les artisans de la grande boucherie parisienne, installée au XIVe et XVe siècle dans le coin de l'église Saint-Jacques de la Boucherie. Mais si, hein, vous savez, c'est le fameux clocher qu'on voit dès qu'on pose le pied sur la rive droite, dans le 4e arrondissement. Aujourd'hui, ça s'appelle la Tour Saint-Jacques. D'ailleurs, c'est le coin où Nicolas Flamel avait sa maison, hein, pour la petite histoire, et on peut encore la voir aujourd'hui. D'ailleurs, si cette histoire vous intéresse, il y a un épisode premium là-dessus sur Patreon, je vous laisserai aller voir. Les bouchers parisiens, c'est une corporation surpuissante, dont les rois ont d'ailleurs une grande crainte. Et ils ont raison, hein, puisqu'en 1413, c'est un dénommé Caboche, un écorcheur employé de la boucherie parisienne, qui va mener une grande insurrection populaire contre la monarchie. Mais retour à nos têtes de moutons.
Les médiévaux donc ont une conception très différente de la nôtre pour ce qui est de la viande, vous allez voir. Aujourd'hui, globalement, on essaye de séparer au maximum l'animal vivant de sa chair consommée, surtout en termes de marketing. La plupart d'entre nous, en fait, on ne côtoie plus d'animaux au quotidien, et pour ceux qui mangent de la viande, la distance avec l'animal est très importante. Hormis à Noël, où on doit parfois couper la tête et les pattes de la dinde, on mange surtout des morceaux prédécoupés, emballés, et l'abattage se fait loin de tout regard. Et d'ailleurs, je ne pense pas me tromper en disant que pour vous comme pour moi, généralement, on n'a pas trop envie de voir comment ça se passe réellement dans les abattoirs. Eh bien, au Moyen-Âge, c'est pas du tout comme ça. Déjà, globalement, la société n'a pas tellement de compassion pour les animaux. À part François d'Assise, qui passe quand même un peu pour un illuminé, depuis qu'il a un loup comme pote et des petits oiseaux qui le suivent un peu partout, les médiévaux, profondément imprégnés par la Bible, ne voient les animaux que comme des créatures dont le seul but est de servir l'homme. La souffrance animale n'est donc pas un sujet de société, sauf peut-être pour des animaux très proches de l'homme, comme le cheval, par exemple. Mais là, c'est plutôt parce que le cheval est considéré comme une extension de son maître, du chevalier ou du laboureur. Il joue un rôle tellement important, en fait, dans la vie de ces deux personnages, qu'il en devient un véritable familier, presque un membre de la famille. Son cheval, on le cajole, on le bichonne, on lui murmure à l'oreille même. Pour le laboureur seul dans son champ ou pour le guerrier saisi de terreur au moment de charger, le cheval c'est un confident, un soutien, une présence très forte. Donc on ne le bouffe pas. On n'a jamais dit qu'on voulait le manger, on veut l'emplafonner. Ouais, allez, pousse-toi. Mais point de tel sentimentalisme pour le héron, le bœuf, le porc ou le butor. Là non. Au contraire, on veut la proximité maximale entre l'animal vivant et la chair consommée, on veut voir ce lien organique entre les deux. La viande est ainsi consommée bien plus fraîche qu'aujourd'hui, parfois même dans les heures qui suivent l'abattage. À partir du XVIe siècle, le goût va changer petit à petit et on va préférer attendre au moins 24 heures, le temps que la chair se détende, ce qui est également notre goût actuel. Et pourquoi ça, d'ailleurs ? Eh bien parce que les gens du Moyen-Âge sont imprimés de l'idée de la pureté et de la théorie du semblable au semblable. Manger un animal, l'incorporer au sens propre du terme, eh bien c'est donner à sa chair un pouvoir sur le corps. C'est à partir de cette matière première que les 4 humeurs et la chaleur vitale vont être produits, donc on ne rigole pas avec ça. Par exemple, en 1365, dans la réglementation de la grande boucherie parisienne, il est noté que les porcs abattus n'ont pas le droit d'être nourris dans les léproseries, auprès des quartiers juifs, auprès des barbiers et auprès des huiliers. Et ça, c'est parce qu'on veut qu'ils mangent des bons aliments. On ne veut pas qu'ils se nourrissent des déchets produits par les barbiers et par les huiliers qui ne sont pas bons pour la santé, et on ne veut pas non plus qu'ils soient nourris par des lépreux pour éviter qu'ils ne transmettent cette lèpre. On retrouve également tout plein de règles dans ces statuts de boucherie. Le bétail doit arriver par exemple sur ses pieds à l'abattoir, afin que chacun puisse voir qu'il est en bonne santé. Alors je sais pas si vous imaginez le bazar que ça peut être, À Paris ou à Strasbourg, la grande boucherie, les abattoirs sont en plein cœur de la ville. Donc les rues sont sans cesse encombrées par des hordes de bœufs, de moutons et de cochons qui se traînent jusqu'à leur funeste destin. Ça pue, ça meugle, ça braie de partout, mais au moins le consommateur est rassuré, sa viande est sur de bons pieds. Ensuite, les bouchers ont l'obligation de s'assurer de la pureté de la viande. Et là, on déploie les grands moyens, attention. Les statuts de la boucherie de Mirepoix, donc en Ariège, en 1303, prévoient qu'un officier spécial, qui s'appelle le langueur, inspecte la langue de tous les porcs qui sont menés à la tuerie. Il cherche ce qu'on appelle des grains sous la langue, c'est-à-dire les traces d'une parasitose qu'on appelle aujourd'hui la cysticercose porcine. Au XIVe siècle, on appelle ça des porcs ladres, c'est-à-dire lépreux. Et oui, les langueurs ont la charge d'identifier les porcs lépreux pour éviter qu'ils ne soient consommés et qu'ils donnent la lèpre aux mangeurs. S'ils ont une suspicion, ils marquent le porc à l'oreille, et s'ils sont sûrs, ils lui coupent l'oreille, carrément. L'animal tué doit ensuite être brûlé.
Visiblement, la coutume à certains endroits était plutôt de jeter la viande au fleuve auparavant, mais en fait, certains bouchers peu scrupuleux allaient la récupérer pour la revendre sous le manteau. Enfin ça, en tout cas, l'histoire de brûler la viande, c'est l'histoire que racontent les statuts officiels, mais on y reviendra, vous allez voir, c'est pas exactement comme ça dans la réalité. Bon, mais en fait, la lèpre, elle ne s'attrape pas en mangeant du porc, hein. Par contre, cette parasitose porcine nous amène à un hôte qui n'est pas non plus très agréable, hein, puisqu'il s'agit du ténia. Au Moyen-Âge, on ne fait pas vraiment le lien entre les deux. Comme l'explique le médecin montpelliérain Arnaud de Villeneuve, le ver solium, c'est-à-dire non pas le ver solitaire comme on le traduit mal aujourd'hui, mais le ver souverain, le roi des vers, hein, normal vu sa taille, le roi des vers donc, né selon Arnaud de Villeneuve d'une génération spontanée. Il apparaît comme ça, si vous voulez, à partir des miasmes de l'air. Rien à voir avec la viande donc, et c'est de toute façon pas dur de le faire partir. Écoutez ce qu'en dit Ambroise Paré au milieu du XVIe siècle. Et pour les faire encore tantôt débusquer et sortir hors, faut oindre le siège du malade de miel et de sucre parce qu'il fuit l'amertume et court à la douceur, et partant sortent plutôt du ventre. Alors le siège dont Ambroise Paré parle ici, c'est pas le fauteuil, hein, si vous voyez ce que je veux dire, donc il valait mieux avoir l'estomac bien accroché pour être un médecin médiéval. Vous êtes un brave gars, entrez là-dedans. C'est très facile à faire. Il suffit d'attacher la corde au cou du monstre qui est là et de le hisser dehors. Vous croyez que c'est si facile? Bonne chance, Bill. Bref, donc le boucher est chargé de vérifier tout ça et de ne vendre aucune viande malsaine ou néfaste. Pareil donc pour les bœufs, les moutons, il faut vérifier toutes les maladies et écarter les individus malsains. Sauf qu'attention, le consommateur aussi est mis à contribution, il n'est pas passif. Pour la grande boucherie parisienne, par exemple, il n'y a pas d'inspecteur, c'est au client de faire le boulot. On part du principe que les bouchers sont des maîtres artisans reconnus et qu'ils ont intérêt à se surveiller entre eux pour éviter qu'un scandale ne vienne éclabousser leur profession en fait. Le consommateur, lui, est censé connaître la réglementation et dénoncer les manquements qu'il pourrait voir sur le marché. Par exemple, si quelqu'un accuse un boucher parisien d'avoir vendu une bête tuée en dehors de la ville, eh bien le boucher doit produire au moins 3 témoins assurant que la bête est bien entrée sur ses 4 pattes dans l'abattoir. Vu ou aperçu, il y a une nuance, faites très attention. Le client donc est incité à se faire sa propre idée. Et là c'est marrant parce qu'en fait la sensibilité médiévale est très différente de la nôtre. Alors franchement, il faudrait qu'on fasse un épisode là-dessus, c'est vraiment un sujet passionnant. L'odorat joue notamment un rôle bien plus important qu'aujourd'hui, tout comme le toucher, et la vue ne vient qu'après. C'est logique, puisque les villes médiévales sont un concentré d'odeurs fortes et persistantes, on va dire, et on est convaincu que les odeurs correspondent à des miasmes qui peuvent attaquer la santé des citoyens. Donc on se repose beaucoup sur son nez pour déterminer ce qui est bon. Chez le boucher médiéval, le client est également invité à toucher pour se rendre compte de la qualité du produit. Bon, vous me direz, si c'est pour faire cuire la viande pendant 4 heures dans un bouillon, c'est pas si grave en termes d'hygiène finalement. Et de toute façon, à l'époque, on pense que les mouches sont produites par génération spontanée, donc peu importe. Et pour la vue, c'est là que ça devient sanglant, pour le coup. Au Moyen-Âge, traditionnellement, l'abattage des animaux se fait en pleine rue. Eh oui, je vous avais prévenu. Honnêtement, ça devait être absolument horrible, à la fois pour les habitants qui voyaient constamment des bœufs se faire égorger, le sang et la tripaille glisser dans le caniveau ou emporter dans des tonneaux vers le fleuve, mais également pour les animaux qui s'apercevaient de manière très crue et directe de ce qui les attendait. Les autorités municipales et royales tentent à la fin du Moyen-Âge de déplacer ces nuisances, appelons ça comme ça, hors des quartiers centraux. En Italie du Nord, les boucheries se déplacent vers les faubourgs, hors de l'enceinte, mais à Paris, le roi Charles VI échoue à faire déménager les bouchers qui continuent joyeusement leurs activités en plein cœur de la capitale. À Strasbourg, pareil, encore que les autorités ont au moins le bon goût de rassembler la tuerie dans une grande boucherie municipale en dur, avec un accès direct au fleuve pour évacuer les immondices. D'autant qu'un quartier des boucheries, ça n'est pas que des rivières de sang.
Il y a plein d'étapes en fait. Le maître boucher délègue souvent à d'autres artisans la réalisation concrète de toute la chaîne de distribution. D'abord donc on a le tueur, celui qui tranche la gorge des bestiaux pour les saigner. Puis on passe la carcasse à l'échaudeur qui l'ébouillante dans une grosse chaudière pour enlever les poils. C'est alors au tour de l'écorcheur de rentrer en scène. Il suspend la bête par les pattes arrière, lui retire la peau et la dépaisse avant de filer les quartiers au boucher pour qu'il les vende. Tout ça évidemment donc sous les yeux des clients. Autant dire qu'aller acheter son steak à l'époque, c'était pas une balade sympathique. J'ai eu de la bonne pitance. Et c'est là donc que la réalité rattrape la réglementation. Vous vous souvenez des porcs ladres, ceux qui ont le ténia collé à la peau? Eh bien cette viande grainée, pleine de larves prêtes à s'accrocher à vos parois intestinales, elle n'est pas interdite à la vente en tant que telle. Ce ne sont que les bouchers qui n'ont pas le droit de la vendre. Car à côté de la grande boucherie, l'artisanat de la puissance et de la richesse, il y a une boucherie de seconde zone, si vous voulez. On voit clairement la différence dans les grandes villes, notamment. La grande boucherie a parfois des halles, mais toujours des comptoirs en dur, en tout cas. La petite boucherie, elle, s'installe sur le parvis des églises, sous les porches et les arcades, bref, là où elle peut, en tout cas, avec ses étals repliables. Cette petite boucherie a le droit de presque tout vendre, et on y trouve aussi les morceaux les moins chers. Des quartiers de vieilles vaches ou de truies, du porc ladre, de la chèvre, bref, tout ce qui ne met pas trop l'eau à la bouche. Mais ça, c'est la mentalité médiévale en fait. Le consommateur est au courant, c'est à lui de faire son choix. S'il est OK avec une viande malsaine, tant mieux pour lui. Au pire, de toute façon, si la viande de porc ladre ne trouve pas preneur, on pourra toujours la filer aux lépreux, qui s'en fichent, puisqu'ils sont déjà lépreux a priori, ou alors aux pauvres ou aux prisonniers. Et bon appétit, bien sûr. Rôti de porc. Bon appétit. La viande est devenue tellement importante en cette fin de Moyen-Âge que les seuls bouchers ne suffisent pas à fournir toute la clientèle et tout un écosystème se construit peu à peu autour d'eux. La grande boucherie, par exemple, n'a pas le droit de vendre de chair cuite. Ça, c'est le boulot à partir du XVe siècle des charcutiers et des saucissiers qui ont l'obligation d'acheter leur viande crue chez le boucher avant de la cuire eux-mêmes. Tiens, vous voulez une recette de saucisse médiévale? Allez, je sais bien que oui, bande de gourmands. Alors écoutez. Avoir char de porc bien menu, bien salé de menu sel, et sans rien d'autre que du fenouil bon, net et bien élu, ou autres bonnes épices en un boyau. Une bonne saucisse à la bretonne, finalement. Les tripiers sont un autre métier lié au boucher. D'ailleurs, ce sont souvent plutôt des tripières qui rachètent les abats pour les cuire en vrac et les vendre aux ouvriers qui embauchent le matin. Un régal pour ces rudes gaillards et un objet de dégoût persistant pour les grands bourgeois dont le nez se trouve incommodé par le fumet âcre qui émane de la mixture. Et puis il y a aussi le fast-food, mais oui. C'est votre copain Crusty et son nouveau sandwich au porc, le graisseur. Pas encore de haut tacos, ça viendra, mais en attendant, les jours de marché, on voit des étals se monter en bordure des stands pour vendre des tripes, justement, ou d'autres petits bouts de viande. Ces petites boutiques ambulantes sont particulièrement nombreuses à Londres, par exemple, dès le XIIe siècle. Les commerçants vendent surtout aux ouvriers qui n'ont pas de cuisine chez eux ou qui sont venus travailler en ville pour la journée, des plats chauds assez simples, des bouillons qu'ils versent dans les écuelles des ouvriers ou des viandes rôties avec des sauces poivrées. Dans les années 1440, le médecin flamand Jacques d'Espard raconte même la combine qu'ont trouvée des aubergistes des Flandres pour pousser leurs clients à la consommation. Il leur offre de très fines tranches de viande de porc, grillées en les posant directement sur les braises, qu'on appelle des carbonés. La carbonade flamande est née et son côté bien âcre, avec le goût des braises, donne grand soif aux clients, qui repartent donc pour une nouvelle tournée de bière locale. Allez, on est presque arrivé à la fin de notre safari. Une dernière petite anecdote pour la route. Comme vous le savez, les bouchers sont des artisans respectés, mais certains moutons noirs sont tout de même très créatifs en matière de fraude. On apprend au fil des sources judiciaires que certains d'entre eux vendaient par exemple de la viande soufflée.
Il perçait un petit trou dans le gigot et soufflait dedans avec une paille ou remplissait l'interstice de laine pour gonfler le morceau et lui donner un aspect plus appétissant. On voit aussi des bouchers allumer un nombre suspect de chandelles sur leur étal, y compris en plein jour. Lorsqu'on leur fait remarquer, ils feignent d'avoir oublié de les éteindre à la fin de la matinée, mais dans la réalité, c'est un habile stratagème pour donner à la viande une couleur plus chaude et masquer ses éventuels défauts. La liste est longue, hein. Un boucher du XVe siècle, par exemple, est reconnu coupable d'avoir accroché des testicules sur la carcasse d'une truie pour vendre sa chair au prix du porc, bien plus rentable pour lui. Mais non mais c'est une femme zizi wesh. Bon, évidemment, celui qui se livre à ce type de commerce risque d'entacher la réputation de toute la profession. Il est donc du devoir des autres bouchers de le dénoncer et de faire cesser ses agissements. Un procès de 1451 à Paris nous apprend ainsi que dans la grande halle des boucheries parisiennes, il n'était pas rare de voir les bouchers s'invectiver et régler leurs querelles en se balançant des os et des tripes de mouton par-dessus les comptoirs. Sympa pour les clients, hein, on aime la bonne ambiance. Ça c'est trop fort. T'as qu'à dire que ton poisson a appartenu à Vercingétorix. Vu l'odeur, ça choquera personne. Chers amis, chers auditeurs, nous voilà arrivés au terme de notre safari. Si vous le voulez bien, je vais nous ramener dans le temps présent et laisser derrière nous cette fascinante période de barbaque foisonnante et de diététique fumeuse. Ah mais attendez d'ailleurs, juste avant de partir, vous voyez là ce monsieur assis dans le coin avec sa tête dans les mains ? C'est un seigneur normand de la fin du XVIe siècle, il s'appelle Gilles de Gouberville. Il nous a laissé un journal très circonstancié de sa vie dans la Manche et il y a une de ses citations qui est criante de vérité sur l'abondance de viande au Moyen-Âge. Écoutez ce qu'il dit. Du temps de mon père, donc dans les années 1530, du temps de mon père, on avait tous les jours de la viande. Les mets étaient abondants, on engouffrait le vin comme si c'eût été de l'eau. Triste nostalgie pour ce seigneur baignant dans un XVIe siècle bien moins affriolant. La croissance démographique étire les techniques agricoles à leur maximum, les champs sont surexploités et les prés se font rares pour le bétail. L'Europe, et la France en particulier, marchent sans joie vers ce que l'historien Fernand Braudel appelait la prison de longue durée. Cette dépendance au pain comme source quasi exclusive de calories, passage obligé pour une Europe qui doit nourrir avec des techniques encore rudimentaires une population sans cesse croissante. Et ainsi s'ouvre pour les populations une longue période de lendemain qui ne chante pas vraiment, tandis que s'efface peu à peu dans leur mémoire le goût des oies rôties, des viandes braisées et des riches bouillons de poule qui faisaient l'ordinaire des tables médiévales à peine quelques décennies plus tôt. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. J'espère que cette plongée dans l'alimentation médiévale vous a plu et vous aura donné un peu de perspective historique avant de vous empiffrer pour les fêtes de fin d'année. Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez me soutenir gratuitement en likant, commentant et partageant cet épisode, ça m'aide énormément. Si jamais vous souhaitez délier les cordons de la bourse et me soutenir à coups d'écus de bonne aloi, vous trouverez en description le lien de ma page Patreon. J'y entretiens un catalogue d'épisodes premium et de goodies en plus de formules d'abonnement pour me soutenir en fonction de votre envie et de vos moyens. Votre soutien financier est la clé de la pérennité de ce podcast. Je vous en remercie donc
Très sincèrement, vous contribuerez à ce que des générations d'auditeurs puissent continuer à avoir le Moyen-Âge dans leurs oreilles. Bon, ok, peut-être pas des générations, mais au moins une génération, on croise les doigts. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes, je vous retrouve en 2026 pour le prochain épisode, et d'ici là, à la prochaine!